Oui. Grand frère Ferdinand Ouezon. Oui, bonjour. Je pense qu'il voudrait nous apporter quelques précisions. Okay. Monsieur Falatina, il est journaliste, hein, donc il a certainement plus d'informations que nous, plus précises que nous. Un journaliste d'investigation. Voilà. D'investigation, qui est beaucoup plus informé que nous, qui a peut-être nous apporté certaines précisions sur cette histoire. Parce que je vous avoue que, monsieur Falatina, on n'est pas malien, mais dans le cœur, on est tous africains. Et on ne peut pas supporter la violence qui se passe là-bas contre le peuple malien. Donc on défend la vie des Maliens, on défend l'intégrité des Maliens. Et moi, d'ailleurs, j'aurais bien voulu qu'on liquide ces microbes-là dès le lendemain. Mais bon, donc ne pensez pas qu'on est contre vous. Grand frère Ferdinand Ouezon. Excusez-moi, en fait, je suis togolais aussi. Hein. Ah, ok. Je suis pas malien. Ah, donc, je connais Ferdinand très bien, donc il n'y a pas de souci, allez-y. Ok, non, merci beaucoup. Grand frère Ouezon. Bonjour les amis. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, grand frère Ferdinand. Moi, je pense que au-delà de tout ce que chacun dit, le problème est plus complexe qu'un. Le problème est trop complexe. Cette affaire-là, c'est une affaire trop complexe. Qui parmi vous ici est convaincu que c'est les terreaux qui ont tué le ministre de la Défense? Qui parmi vous? Vous êtes certain que c'est eux qui l'ont tué? Moi, j'ai une confirmation. Non, vous êtes certain, c'est pas une question de confirmation. Vous êtes certain par rapport à quel élément? On a la personne qui a conduit la voiture kamikaze. On le connaît. Ça, c'est faux. Je vais vous dire ça. Ça, c'est faux. Il faut éviter de suivre les gens qui font de la propagande. Quand une voiture kamikaze saute une maison, où est la carcasse du véhicule? Dans la maison. Mais vous l'avez vu? Vous avez vu la carcasse? Oui, justement. C'est pour ça que je le dis. Attendez, vous avez vu la carcasse? Moi, j'ai les images de cela, c'est pour ça que je le dis. Vous avez vu la carcasse du véhicule? Oui, et on connaît le propriétaire du véhicule, et c'est lui qu'on a trouvé le cadavre dedans. Non, vous avez vu la carcasse du véhicule? Vous pouvez vous avez vu des gens qui ont envoyé une RAV4 pour faire de la désinformation, pour dire que c'était un de ses amis qui a conduit le véhicule. Vous avez vu la carcasse du véhicule? Non, pas la RAV4. Hein. Ouais. Vous avez vu la carcasse du véhicule qui a sauté la maison? Bon, attendez, je vais chercher. Bon, ça c'est la première question. Okay. Est-ce que le lieu où il a été tué a été sécurisé par la police scientifique pour faire des prélèvements? Bon, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir le domicile d'un ministre de la Défense dans un quartier le plus sécurisé de Kati, où tous les responsables vivent? Il n'y a pas de checkpoint? Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5 checkpoints avant d'atteindre le ministre? Merci. Vous êtes posé cette question? De sécurité. Même les Maliens aujourd'hui, là, ils ne croient pas à cette version. Ils sont en train de faire des lives pour démonter tout ça. Parce que après les émotions, là, les gens voient clair. Tout le monde sait que le ministre Sadio Kamara et Assimi Goïta, le courant ne passait pas. Et vous le savez. Il faut vous renseigner. Parce que lui, c'est l'homme des Russes. Entre-temps, Assimi Goïta a écarté les Russes autour de lui. Il a fait venir des Turcs. Et les deux étaient en conflit. Vous savez ça? Vous savez que la garde rapprochée d'Assimi Goïta aujourd'hui, c'est les gens de Sadat, les Turcs, qui sont aussi au nord du Togo. Est-ce que vous savez ça? Donc, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Est-ce que vous êtes convaincu que les cérémonies qu'on a eu à faire la dernière fois, le corps du ministre était dans le cercueil? Est-ce que vous connaissez la réaction de la famille aujourd'hui de Sadio Kamara? Donc, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. C'est des militaires qui ont pris le pouvoir, mais à un moment donné, il y avait des problèmes entre eux. Et il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés parmi eux, des officiers qui étaient d'un clan ou d'un autre clan, et qui a entraîné des problèmes entre eux. Qui peut croire que des djihadistes peuvent rentrer à Kati, franchir des barrières de sécurité et aller atteindre un ministre de la Sécurité aussi facilement que ça? Avec une voiture chargée d'explosifs. Qui peut croire à ça? Moi, c'est ce qui peut croire à ça? Moi, c'est la question, pardon Fougan, c'est la question que j'ai posée dès le début. Qui peut croire à ça? Tout le dispositif de sécurité a été franchi. Un ministre de la Défense dans un pays en guerre. En guerre. Et ils sont en plus logés dans le quartier le plus sécurisé où tout le monde est là-bas. Tous les dirigeants sont là-bas. Et il y avait c'est le quartier le plus sécurisé.
Et on vient vous dire que c'est une voiture qu'on a conduite pour sauter sa maison. Et toute la maison s'est effondrée en même temps. Et il est mort. Les gars, vous avez vu le véhicule? Vous avez vu les lieux de l'attentat qui a été sécurisé par la police scientifique pour faire des prélèvements, pour qu'on sache quel genre d'engin a servi à exploser sa maison. Est-ce qu'il est mort dans la maison ou il est mort ailleurs? Vous dites qu'il a combattu. Comment quelqu'un dans la maison a été explosé et toute la maison s'est effondrée et est sortie pour combattre? Vous l'avez vu combattre? C'est toutes les questions que nous devons nous poser. Même les Maliens aujourd'hui, moi je suis sur la plateforme de beaucoup de Maliens, eux-mêmes, après l'émotion, sont en train de se poser les questions. Les bonnes questions. Parce que Sadio Camara, c'est le numéro 2 du pouvoir. Et il avait plus d'influence, puisque c'est lui qui a permis, c'est lui qui a fait la formation en Russie, il parle russe, c'est lui qui est l'architecte de l'arrivée de la Russie. Mais entre-temps, entre lui et son patron, il y avait des bisbilles. Et son patron ne voulait plus des Russes. Et son patron a écarté de sa garde les Russes, il a fait venir les Turcs. Et c'était un conflit entre eux. Et c'est d'ailleurs, ça justifie la position actuelle des Russes qui se sont rapidement repliés. Vous dites qu'ils se sont repliés, on leur a trouvé des couloirs. Non, ils ont refusé de se battre parce qu'ils étaient en minorité. Ils ont discuté. Sous l'égide de l'Algérie, c'est l'Algérie qui est intervenue pour dire aux gars de l'Azawad, il faut les laisser partir. Ça, vous le savez aussi. Puisque l'Algérie aussi, elle est pro-russe. C'est la médiation de l'Algérie qui a permis de les extraire de Kidal. Et ils sont partis sans les armes, ils ont laissé tout l'arsenal aux gens de l'Azawad. Et c'est pour ça que même les officiels maliens, au plus haut niveau, disent que c'est une trahison. Après, il y a des problèmes plus complexes que ça. Le Mali, c'est quand même un continent. C'est un très grand pays où il n'y a pas suffisamment de ressources, suffisamment de moyens pour maintenir toute la sécurité sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est aussi une réalité. Donc, moi, je dis, des questions comme ça, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Demain, vous apprendrez que c'est quelque chose d'autre qui s'est passé là-bas que ce que vous êtes en train de dire. Il faut savoir raison garder. Personne ne peut aller dans un quartier le plus sécurisé et tuer un ministre comme ça, sans que personne ne donne l'alerte. C'est comme vous parlez de Lomé 2, où il y a des checkpoints partout. Hein, dans la zone de Lomé 2, où il y a des checkpoints partout. Vous voyez quelqu'un qui rentre, qui franchit le premier checkpoint, il franchit le deuxième checkpoint avec une voiture sans qu'on ne donne l'alerte, jusqu'à aller exploser la maison d'un ministre. Mais non, c'est trop facile ça. C'est un peu bizarre quand même, grand frère. C'est trop facile ça. Il y a peut-être un taupe à l'intérieur, il y a une complicité. C'est même pas une histoire de taupe. C'est même pas une question de taupe. C'est même pas une question de taupe. Les gens avaient besoin d'éliminer le ministre, de se débarrasser de ce ministre-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait. C'est de l'intérieur du système. Tout ce qu'on raconte, que c'est des barbus, tout ça. D'ailleurs, ceux qui gouvernent là, mais vous savez très bien qu'ils discutent avec les barbus. Quand il y a eu les premières, comment vous appelez ça, quand Bamako avait été mis sous, comment vous appelez ça, sous embargo, bien, je sais pas comment vous appelez ça, quand il y a eu la crise, ouais, sous blocus, quand il y a eu la crise du carburant, pas maintenant, quand il y avait eu la crise de carburant, mais ils ont discuté avec eux pour faire rentrer le carburant et ils ont éliminé, et ils ont libéré des djihadistes. Vous savez ça, non? Ils ont libéré plusieurs djihadistes pour laisser rentrer le carburant. Ça veut dire qu'ils ont des interlocuteurs parmi les djihadistes. Ils ont des interlocuteurs parmi eux. Donc, c'est pas tout qu'il faut mettre... il faut analyser les faits avec moins d'émotion pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, au finish, est-ce qu'il lutte vraiment contre les djihadistes alors? Avec tout ça, c'est... Non, en fait, finalement... En fait, vous rappelez que j'avais toujours dit que la première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. Est-ce que nous sommes d'accord? La première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. Parce que le coup d'État, en principe, il désorganise l'armée de l'intérieur. Puisque avant de faire le coup d'État, il faut neutraliser un clan pour pouvoir prendre le contrôle du pays. Et ensuite, ceux qui s'installent, au fil des années,
quand les ambitions naissent, des problèmes naissent entre eux. Il y a cela 1 an et demi, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés au Mali, des officiers qui sont en prison, qui sont des gens de l'appareil sécuritaire qu'on a accusés de faire... et même Shogel Kokala a été arrêté dernièrement. Et des gens, par exemple, les Abbas Dembélé, qui est un général, ou bien un colonel, les Lema Sangara, tout ça, cette dame-là, elle est jumelle. C'est tout ça, ce sont les architectes de coup d'État. Mais aujourd'hui, on les a mis tous en prison parce qu'à un moment donné, on estime qu'ils n'étaient plus dans un clan. On les a liquidés. Donc tout ça, ça affaiblit l'armée de l'intérieur parce que les gens ont des partisans à l'intérieur du système. Donc, au fil du temps, quand l'armée s'affaiblit, ben, la porte est ouverte à tous les infiltrations. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, les Maliens, en tout cas ceux qui sont très lucides, ils sont en train de faire des lives actuellement pour décortiquer tous les mensonges là. En disant que eux ils ne sont pas convaincus que le ministre de la Défense a été tué par les terreaux et qu'il est mort même dans la maison. Et que le patron de renseignement aussi serait blessé. Il y a trop de doutes là-dessus. On dit qu'il est, c'est le patron des renseignements que Assimi utilisait contre le ministre de la Défense. Et vous savez que Assimi a retiré beaucoup de prérogatives au ministre de la Défense et il a créé un service parallèle au ministre de la Défense à la présidence qu'il appelle Conseil national de la Défense, qui avait tous les pouvoirs. Donc, informez-vous aux bonnes sources avant de faire des analyses, sinon vous allez vous tromper. Vous allez prendre les choses au premier degré. En tout cas, personne de lucide ne peut croire qu'un ministre de la Défense a été aussi tué aussi facilement que ça. C'est pas possible. Quelle que soit la force des djihadistes, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible, ça. J'avais l'impression qu'il y avait que moi qui voyais le côté. C'est pas possible, c'est la chose, quoi. L'ensemble des opérations. Dans une zone aussi sécurisée, où, pour arriver même au domicile du ministre de la Défense, il faut traverser plusieurs barrières sécuritaires. Comment est-ce qu'il a été aussi tué facilement? J'ai juste une petite question. Je sais pas, c'est pas pour contredire ce que Ferdinand est en train de dire. On a vu aux États-Unis un monsieur qui est rentré dans qui est rentré en vitesse avec des armes sur lui, là où Donald Trump était. C'est pas la même chose. C'est ce que les gens sont en train d'avancer. C'est pas la même chose. Laissez-moi finir ma phrase. Non, moi j'ai déjà entendu ça, c'est pas la même chose. Ne justifiez rien avec ça. Je vais poser. Laissez-moi finir ma phrase. Ouais. Je demande, si ce gars-là était bourré d'explosifs, s'il était bourré d'explosifs, on va dire que c'est la sécurité qui a failli depuis c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité qu'il est arrivé jusqu'à là où il est arrivé. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Quelqu'un qui conduit une voiture, il passe un premier checkpoint, il passe un deuxième, un troisième. Qui alerte? Vous comparez ça aux États-Unis, qui alerte ça? Non, un checkpoint, vous parlez de checkpoint. Justement, on a vu, dans cet endroit aussi, c'était comme des checkpoints. Il y a des points où il y a même des gardiens avec des chiens. Un véhicule qui démarre. Passé en vitesse. C'est de même, si on lance une voiture, bélier et comme ça, elle traverse, elle s'en va. La personne, peut-être même, il est déjà mort au volant, mais le véhicule continue jusqu'à là où il va arrêter, il va s'arrêter, exploser. Non, attendez. Vous dites que vous êtes Togolais. Vous connaissez la zone de Lomé 2? La zone de Lomé 2? Vous connaissez? Non, je suis jamais rentré. Non, la zone, je ne dis pas que vous êtes rentré. Vous connaissez la zone de Lomé 2? Non, je connais pas, justement, j'ai dit, je suis pas rentré. Non, c'est rentrer et connaître, c'est deux choses différentes. Vous connaissez la zone de Lomé 2, vous savez où elle est située? Je parle français. Où est-ce qu'elle est située? Vers GTA? Mais vous avez dit que vous êtes Togolais? Oui. Mais vous connaissez pas la zone de Lomé 2? Ah non, mais est-ce que j'ai un intérêt à aller là-bas? Non, je n'ai pas dit que vous êtes allé là-bas. Je dis, est-ce que vous connaissez la zone de Lomé 2? Je ne connais pas. Je sais qu'on dit de la zone de Lomé 2. J'entends, mais je n'ai jamais été. Mais bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas Togolais. Parce que si vous êtes Togolais, vous connaîtrez la zone de Lomé 2. On dit la zone, on ne dit pas vous êtes rentré. La zone de Lomé 2. Est-ce que vous connaissez? Mais attendez, c'est comment dirais-je, c'est pas comment moi on connaît jusqu'à. Je sais qu'il y a deux contournements. Nous sommes sur un panel de gens sérieux. Je vous pose une question. Moi, quand je passe par là-bas, soit je passe par Kégué, derrière Kégué là
la voie qui passe derrière Kégué et qui contourne du stade Kégué là, et qui contourne pour arriver à, comment dirais-je, comment on appelle, à Balepédo? Monsieur Ou bien... La question elle est... Ben oui, mais je dis, je ne connais pas le Lomé 2 puisque je ne suis pas rentré dans la zone. Non, mais... Non, je ne demande pas si vous êtes rentré dans la zone. Moi, je suis sur la route. Les routes principales, je suis ceci. Non, je ne demande pas si vous êtes rentré dans la zone. Je demande si vous connaissez la zone. C'est deux choses différentes. Mais la zone de Lomé 2, c'est la partie qui est entre ces deux voies-là, non? Bon, retournons au Mali. La zone où habite le ministre de la Défense, Kati, là, il n'y a pas de caméra? La zone de Kati, là, où habite le ministre de la Défense, il n'y a pas de caméra de surveillance? La zone où habite le ministre de la Défense au Mali, et toutes les autorités maliennes, il y a aussi Assimi Goïta qui habite là-bas, il y a le chef de renseignement, il n'y a pas de caméra de surveillance dans cette zone-là. C'est la zone la plus sécurisée. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Voilà les vraies questions. Oh. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays en guerre et les autorités de ce pays-là sont les plus exposées. Ils habitent dans l'un des quartiers les plus sécurisés du pays. Kati, c'est leur quartier général. Tous les officiers sont là-bas. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans la zone, dans les maisons, dans les rues. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Est-ce que vous pouvez me répondre? Mais j'ai répondu à la question. J'ai dit je ne sais pas. Je ne suis pas là-bas. Je ne connais pas là-bas. Non, je parle de Kati, hein, je ne parle pas de Lomé 2. Oui, mais je ne suis pas malien. Je ne suis pas là-bas, je ne connais pas là-bas. Oui, mais vous ne connaissez pas. Comment vous pouvez justifier que la voiture a traversé les checkpoints pour aller s'exploser sur la maison? Est-ce que j'ai parlé de checkpoint? Mais vous avez dit que la voiture qui a été utilisée. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais... Je n'ai pas parlé de checkpoint. Oui, mais est-ce que vous supposez que dans cette zone-là, il n'y a pas de checkpoint de sécurité? Vous supposez qu'il n'y a pas de checkpoint de sécurité pour protéger les autorités dans ce quartier-là? Et il a même dit que la voiture était lancée et puis elle est partie, elle lancée et la voiture est arrivée quelque part là où elle devait arriver. Monsieur Falatina, il faut assumer ce que vous avez dit. Parce que moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça... Je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple en disant, si on lance la voiture, et qu'elle s'en va, elle peut traverser les checkpoints. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit checkpoint. Attendez. Oui. Bon, on suppose que il y a. Pourquoi je vous ai donné l'exemple de Lomé 2? Parce que dans la zone de Lomé 2, il y a plusieurs checkpoints. Et c'est pareil chez toutes les autorités en Afrique. Il y a plusieurs checkpoints. Il n'y a pas un seul checkpoint. Les zones où habitent les autorités, il y a plusieurs barrières avant d'atteindre la maison des premiers responsables. Est-ce qu'une voiture qu'on lance pour aller atteindre une cible, si elle franchit un premier checkpoint, est-ce que le deuxième checkpoint ne le neutralise pas? Ou les checkpoints ne donnent pas d'alerte? Il y a une voiture qui a forcé sur un checkpoint? Ça c'est clair, la voiture aurait été neutralisée. Oui, c'est possible. Aurait été explosée. Je prends un exemple que je connais. Et vous savez que ceux qui tiennent les checkpoints, ils ont les 12-7. Vous savez ce qu'on appelle 12-7? Je prends un exemple que je connais. Ouais, je vous dis, ceux qui tiennent les checkpoints là, pour protéger nos autorités là, la première arme qu'ils ont, c'est les 12-7. C'est cette arme automatique qui est fixée sur les jeeps. Elle tire jusqu'à parfois à 1 km. C'est une arme redoutable. Ok, je disais bien, je connais là où je connais, c'est le clan RIT, par exemple. Si quelqu'un vient avec une voiture kamikaze et qu'il fonce dans la première portière, une voiture bélier kamikaze, elle fonce dans le premier checkpoint, il y a un autre au fond. Même si les gens du deuxième checkpoint la battent,
Il peut être mort, mais le pied sur l'accélérateur, le véhicule continue. Hein. Il va aller s'arrêter là où il va s'arrêter, n'est-ce pas? Frère, tu regardes trop les films américains. Non, tu regardes trop les films américains, frère. Je vais donner l'exemple. Grand frère Fall, je parle. Monsieur Falaxina, il faut qu'on soit sérieux. Grand frère, faisons un débat dépassionné. On est ensemble à la recherche de la vérité. Sur ce qui s'est passé. Nous sommes tous à la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé là-bas. Et nous sommes tous ici plus ou moins d'accord que on ne peut pas tuer aussi facilement un ministre de la Défense qui loge dans le quartier le plus sécurisé de Kati. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ça, nous sommes tous d'accord. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça, c'est la première interrogation. Deuxième interrogation, le site du drame où on a tué le ministre n'a pas été immédiatement sécurisé avec la police scientifique pour faire des prélèvements, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Est-ce qu'il n'y a pas de caméras de surveillance dans cette zone? Qu'est-ce que les caméras de surveillance disent? Est-ce que ce véhicule qui a été lancé sur la maison du ministre a été filmé par une caméra de surveillance? Et est-ce qu'en temps de guerre, on va faire tout ça là, en même temps? Il y a eu mort d'homme. Il faut établir la vérité. C'est quand même une autorité qui est décédée. Est-ce qu'il y a un seul mort? Il y a eu plusieurs. Mais mon frère, la défense. Tu ne mets pas... Pendant ce temps, tu ne mets pas... Le combat est en cours. Hein. Le combat est en cours. Attends, tu ne mets pas au même niveau d'assassinat le ministre de la Défense et un homme ordinaire. Le combat étant en cours. Oui, mais... Ça durait combien de temps, cette attaque? Non, mon frère, actuellement là, il n'y a plus de combat. Ils ont enterré le mort. Nous sommes d'accord. Ils ont eu le temps de faire les funérailles. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ont même été élevés au commandant général. Oui. Ils ont eu le temps de faire les funérailles? Oui. Donc, quel combat est en cours? S'ils ont eu le temps de faire les funérailles, ils ont le temps de situer l'opinion. Tu sais ce qui s'est réellement passé? Non, moi, en fait, c'est des éventualités que je me donne. Je comprends ce que vous dites. Je n'ai pas dit que c'est faux, ce que vous dites. De toute façon. On est tous en train de chercher à comprendre et à voir la vérité, la lumière sur ça. Oui, de toute façon. Mais moi aussi, je donne des choses qui sont possibles. Oui, de toute façon, moi ici, là, personne ne va me convaincre que c'est les terreaux qui ont éliminé ce monsieur. Personne. Parce que cet argument ne tient pas. On ne peut pas assassiner aussi facilement un ministre de la Défense. Maintenant, quand tu pousses la réflexion plus loin, tu comprends qu'entre lui et son patron, il y avait des problèmes. Parce que c'est le numéro 1 et le numéro 2. Et il y avait des problèmes. Et lui, c'était l'architecte de l'arrivée de la Russie, là-bas. Et l'autre à un moment donné, ne voulait plus des Russes dans sa garde rapprochée. La preuve, quand il y a eu les problèmes, ce sont les Turcs qui l'ont exfiltré. Tu connais la société Sadat? Est-ce que vous connaissez la société Sadat? Ben c'est les Russes, oui, et les Turcs. C'est pas les Russes. Sadat, c'est la version Wagner. C'est la version Wagner des Turcs. Oui, on appelle Sadat. C'est un groupement de militaires turcs. C'est pas des militaires, c'est des mercenaires. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Un militaire est différent d'un mercenaire. C'est deux choses différentes. C'est des mercenaires. C'est des gens qui manient les armes, mais c'est pas des militaires. C'est pas un groupement militaire indépendant? C'est une société privée, mais c'est pas des militaires. C'est des mercenaires. Ok, d'accord. C'est un groupe privé. Donc c'est eux. C'est ce que j'ai dit. On dit la même chose. Peut-être que c'est les termes qui ne sont pas pareils. Mais c'est eux qui sont. Il faut arrêter le massacre. Notre frère, il est bon, mais il est hollywoodien. Donc on va changer son nom en Hollywood et puis c'est bon. Non. Au fait, on est tous à la recherche de la vérité. Moi, je veux comprendre comment est-ce que dans un quartier aussi sécurisé que Kati, où vivent toutes les autorités, un ministre de la Défense a été aussi facilement assassiné. C'est ça mon problème. Parce que c'est la clé du débat. C'est la clé de l'analyse. C'est ça le problème.
Et aujourd'hui, je vous dis, même passé le temps des émotions, même les Maliens les plus ordinaires commencent par se poser les bonnes questions. Allez sur le panel, vous allez voir. Donc, pour revenir au fond, pour revenir par la suite, moi je pense que cette histoire-là, elle est Mila, elle a dit que là-bas, au Mali ou dans le Sahel, c'est un peu de tout, hein. C'est du banditisme, c'est du djihadisme, c'est aussi des velléités indépendantistes. Donc il y a beaucoup d'argent, beaucoup de trafic, beaucoup d'influence aussi des puissances. Il n'y a pas que seulement les puissances occidentales. On sait qu'il y a des puissances occidentales là-bas, mais il y a aussi les Arabes aussi qui donnent beaucoup d'argent là-bas. Le Qatar, l'Arabie Saoudite. Oui. Et la dernière fois qu'on a fait la dernière fois qu'on a arrêté les gens, qu'on a fait des otages là-bas, le Qatar a donné 50 millions de dollars. Vous imaginez ça? 50 millions de dollars. Ça fait quoi? 25 milliards qu'ils ont donné. Donc, il y a ces puissances-là aussi du Moyen-Orient ou des Arabes qu'on ne cite pas souvent, qui influencent aussi jusque dans les mosquées et qui donnent beaucoup d'argent. Donc, c'est un carrefour de beaucoup d'influences. L'influence occidentale, l'influence arabo-musulmane, il y a aussi la question de la Zawad. Donc, c'est tous ces gens-là qui s'impliquent dans cette affaire, dans un pays aussi vaste que le Mali. Donc, c'est le croisement de plusieurs réseaux et de plusieurs intérêts qui constituent aujourd'hui une situation assez explosive. Et aussi, donc, les bandits là, le Nord était délaissé, hein. Ils étaient laissés à l'embarras. Oui, les jeunes étaient au chômage. Oui. Et Mila, ouais, c'est le dernier aspect que je veux évoquer. Vous voyez la forme de l'État malien quand je dis que le Mali est vaste. Mais quand vous avez un pays vaste comme ça, vous devez adapter le pays à un modèle politique qui permet à chaque région de se prendre en charge. De façon, ça peut être une décentralisation avancée, ça peut être une fédération comme le Nigeria a eu à le faire. Si les gens ne se sentent pas exclus de la gestion du pays, ils ne vont pas aller se rebeller contre le pays, ou bien quelqu'un ne viendrait pas les manipuler de l'extérieur contre le pays. Romarisson disait tantôt que ce que Faure Gnassingbé fait à Vaughan là-bas, en privant les gens de Vaughan des ressources, en détruisant la nature, si demain une puissance vient manipuler les gens là-bas en leur donnant des armes, ils vont se rebeller contre la République. C'est aussi une réalité. C'est ce que fait l'État. Monsieur Ferdinand, moi j'ai une question rapide, un grand frère. Justement, on est tous d'accord quand même qu'il y a eu une facilité. Donc, moi, je me disais que c'est des taux pour... Mais la façon dont vous avez présenté, en fait, les événements aujourd'hui, vous avez plus d'éléments que nous, quand même, ça faudrait l'affirmer. Est-ce que vous pensez que l'attaque elle-même aussi a été une simulacre d'attaque ou effectivement l'attaque a eu lieu, mais qu'ils ont profité de cette fenêtre de tir pour pouvoir occasionner donc la mort du ministre, en fait? C'est juste une question qui me passe à l'esprit comme ça, en fait. C'est ta deuxième partie de l'analyse qui est vraie. L'attaque a eu lieu, mais et dans l'attaque, il s'est passé autre chose. C'est ça la réalité. Ok. L'attaque a eu lieu, mais dans l'attaque, il s'est passé autre chose. La question de savoir, donc s'il s'est passé autre chose au cours de l'attaque, est-ce qu'ils savaient que l'attaque devait avoir lieu? Parce qu'ils ont des renseignements. Exactement. Donc l'attaque, ils avaient tous les éléments possibles, mais ils ont profité plutôt de ça pour régler des comptes. Et puis 3 jours, bien 4 jours même avant l'attaque, il y avait même sur les réseaux beaucoup de gens qui disaient que les djihadistes s'apprêtaient à attaquer. Il y avait l'information qui était sortie depuis. Et pourquoi ils l'ont beaucoup de gens alertaient. Mais il y a quelque chose qui est prévu. Mais comment est-ce qu'on peut venir vous dire qu'il y a eu 10 000 gars qui ont marché sur plusieurs villes, à moto, à voiture, à véhicule, et personne ne les a vus venir? Comment ils ont bougé? Comment ils ont bougé de leur cachette jusqu'à approcher les villes et que personne ne les a vus? Comment est-ce que c'est possible? Eux-mêmes disent que 10 000, ils étaient 10 000. Mais s'ils étaient 10 000 et qu'ils étaient cachés dans une brousse, quand ils se sont mis en marche pour venir vers les villes là, personne ne les a vus. Malgré les surveillances aériennes, les renseignements, et les camps militaires, personne ne les a vus venir. Voilà, c'est ça la question. Normalement, il doit y avoir des sentinelles qui ont vu que voilà, il y a quelque chose qui se passe.
ils avaient des éléments, le service de renseignement était en alerte, mais vu que c'est une bonne fenêtre pour eux, ils ont laissé passer les éléments. Même sans le service de renseignement, le ministre lui-même en personne doit avoir ses renseignements, non? Ah mais évidemment. Évidemment, et puis le ministre, il est connu pour être, et puis il est connu pour être un grand stratège, ce ministre-là. C'est quelqu'un quand même d'assez intelligent, tout ça. Et donc, voilà. Donc, il y a énormément d'aspects qui nous échappent dans cette attaque-là. Il y a ma place. Il est au Mali. Il dit qu'il est au Mali. On va peut-être lui donner la parole. Bonsoir, ça va? Oui, patron, bonsoir. J'espère que ça va. En fait, je suis le live. Je voulais parler un peu sur le système sécuritaire qui c'est au niveau des trucs là. Vous savez, le Togo, c'est un pays qui est vraiment... la sécurité au Togo, là-bas, c'est différent, tellement différent. Il y a certaines choses qui peuvent se passer ici au Mali, mais pas au Togo. Selon les informations, la voiture qui portait les kamikazes c'est une voiture, un pick-up rempli de sable sous forme de, voilà, les camions Bern là, vous voyez. Maintenant, comment se fait-il qu'un camion Bern rempli de sable peut s'approcher d'une maison, d'une autorité de ce titre-là? Vous voyez. Donc, ce que M. Ferdinand est en train de dire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux-mêmes, c'est ça en fait le problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une trahison, mais c'est entre eux. C'est un complot pour neutraliser vraiment le type. Et à côté de nous, il y a des attaques qui se sont simulées à côté pour juste attirer l'attention de la population, se concentrer, pour crier qu'il y a attaque ici. Mais le vrai problème, c'est d'attaquer la maison du ministre et de neutraliser le ministre. Tout ce qui était passé le jour-là, c'était programmé. Ils étaient au courant. Les gens ont informé le ministère, mais ils n'ont pas pris des dispositions parce que c'était programmé ce qui doit être passé. Voilà. Donc, ce que M. Ferdinand est en train de dire, c'est vraiment ça. Et monsieur qui dit que c'est vraiment impossible, c'est au Mali ici, là, la sécurité, il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas la sécurité. Tu peux parcourir des milliers de kilomètres sans voir un seul policier, sans voir un poste de contrôle sur la voie. Donc, on ne peut pas comparer Lomé, la sécurité de Lomé par rapport à la sécurité de Bamako. Et ce qu'il faut faire vraiment, ces gens-là, ils demandent la libération du Nord. Ils veulent avoir un État, eux aussi, au Nord. Donc, le gouvernement doit se prendre vraiment comment se faire. Comment doit-on régler ce problème? Le nord du Mali est tellement grand et tellement vaste. Le gouvernement ne peut pas contrôler et le sud et le nord. Soit créer un État fédéral, soit une région où eux aussi, ils auront leur gouverneur proprement dit. Et voilà, c'est ce que les gens cela veulent. Sinon, ils n'ont rien contre la population. Ils n'ont rien. C'est le gouvernement, eux, ils veulent. Ils veulent que le Gao, Tombouctou, la Zawad soient libérés. Eux aussi, ils vont avoir leur gouverneur et faire leur activité. C'est ce qui se passe pour moi. Ça, c'est autre chose différent. On ne peut pas satisfaire les besoins de tout le monde. Il faut corriger une chose. Oui. Quand tu dis que la sécurité à Lomé est meilleure que la sécurité au Mali, c'est faux. Au Togo, il n'y a pas de sécurité. Il y a de sécurité que pour un seul individu. Donc toute l'armée, la police, la gendarmerie, les militaires, tout ça là, c'est pour sécuriser seulement un seul individu. Le peuple là, 9 millions d'habitants, aucune sécurité. Donc, au lieu de dire Lomé, il faut peut-être parler de sécurité de M. Foya Sibé. Là, ce que tu as dit serait correct. Merci. Notre frère du Mali, et Kati, c'est une zone militaire. Parce que Kati est différent de Bamako. Kati est à 15 ou 20 km de Bamako. C'est une zone militaire, n'est-ce pas? Voilà, parce que Bamako et Kati, c'est pas... Ouais, c'est pas la même chose. Kati, c'est une zone militaire vraiment sécurisée. Voilà, c'est une zone militaire sécurisée. Et tous les officiers vivent là-bas, non? Si. Ils ont leur domicile là-bas. Est-ce que vous pouvez rentrer à Kati facilement, vous? Pas du tout. C'est pour cela que j'ai dit que c'est quelque chose orchestré. C'est bien programmé. Ok. Je peux placer un mot rapidement aussi au frère.
pour lui dire qu'on ne peut pas aussi satisfaire les envies de tout le monde dans un État. Quoi qu'on en dise, l'État est en guerre ou pas, on ne peut pas, moi c'est mon avis personnel encore, vous avez fait peut-être une bonne analyse, mais on ne peut pas dire aux gens aujourd'hui, c'est vous voulez un État, prenez l'État parce que le Mali est grand. Donc on va encore obliger ou encore accepter les États de faire scission. On n'est plus là, en tout cas à ce stade aujourd'hui. C'est juste un point que je voudrais dire aux frères. Non, Julien, le problème, c'est pas une question de scission. C'est la forme de l'État malien qu'il faut voir. Le Mali est tellement vaste qu'on ne peut pas continuer par avoir au Mali un pouvoir totalement centralisé qui décide tout de Bamako. Il faut aller peut-être vers un fédéralisme qui permette aux autres régions aussi de se dire on a une certaine autonomie de gestion. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que les gens, les Peuls là, qui sont au centre du Mali, qui sont au centre, puisque ils sont au centre, et qui sont beaucoup plus enrôlés aujourd'hui dans cette histoire, plus les gens les Touaregs. À la base, ils sont des Maliens. Nous sommes d'accord. C'est pas des étrangers. C'est des Maliens. S'ils sont arrivés à être là où ils sont aujourd'hui, en prenant les armes, manipulés de l'extérieur par les forces que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train d'identifier, c'est parce que à l'intérieur, il y a une frustration. C'est qu'à l'intérieur, il y a une frustration. Donc, à un moment donné, il faut aller à la table de négociation pour essayer de discuter de la forme de l'État que le Mali doit avoir pour régler définitivement le problème. Parce que ça fait quand même des années que cette histoire-là dure. Bon, il y a l'Algérie à côté qui manipule, il y a d'autres puissances derrière qui manipulent, mais si les Maliens eux-mêmes, autant qu'ils sont, les différentes communautés, s'asseyent et discutent de la forme de l'État qu'ils veulent, s'ils veulent un État décentralisé, avec une autonomie poussée pour les régions, alors là, les problèmes vont s'arrêter. Mais s'il y a des gens qui s'opposent frontalement à ça en disant non, depuis Bamako, on va tout régenter, vous n'avez rien à dire, les autres vont se rebeller. Et c'est ce qui se passe. On a connu le problème, d'autres problèmes dans d'autres pays. Moi, pour revenir sur la mort du ministre de la Défense, moi je me pose une question. Si c'est que comme le disait Ferdinand, il y a une mésentente déjà entre Goïta et le ministre. Si c'est que Assimi Goïta a fait arrêter le ministre de la Défense, ça aurait créé, je sais pas, peut-être un autre putsch encore dans le pays. Et donc, du coup, il a préféré, voilà, il a préféré le liquider. Donc, je m'interroge aussi si, voilà, puisque on sait qu'il a mis d'autres personnes aussi en prison. Donc, je pose vraiment des questions aussi là-dessus. Donc, David est là. Il y a aussi Nassau qui est là. Oui, David. Il y a Nassau. Je pense que Nassau aussi voulait dire quelque chose. Il est monté plusieurs fois. Nassau, votre micro. Monsieur Nassau, votre micro est fermé. Ouvrez votre micro. Bon, je pense qu'il n'est pas là. Bonjour, Ferdinand. Le grand citoyen d'État, bonjour. Bonjour, David. Bonjour, Jeanne Junior et tous les autres. Romarison, bonjour. Je vous écoute. Je suis là, je vous écoute. Mais moi, je connais pas le dossier vraiment, mais bon, ce que Ferdinand est en train d'expliquer, ça me donne, j'ai une petite idée que bon, c'est ça quoi. Ça c'est vrai, ce qui s'est passé et la mort de Sadio Camara. Bon, c'est dommage que bon, nous entre nous-mêmes, vous êtes là, fait quelque chose. Et après, il y a deux mésententes et l'autre est contre l'autre pour pouvoir tuer l'autre. C'est vraiment... Ça, tu vas pas voir ça chez les Blancs, quoi. C'est seulement en Afrique que ces trucs se passent. Vraiment, c'est dommage pour nous, les Africains. Non, je sais pas grand-chose. David, ouais. On ne tire pas encore de conclusion, mais on se pose des questions. Je ne sais pas si tu vois. Non. On se pose des questions. J'ai compris ça, mais ouais, bon. Est-ce que on peut éliminer aussi facilement un ministre de la Défense qui vit dans le quartier le plus sécurisé d'un État?
Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, j'ai entendu des gens, comme notre frère qui vit au Mali l'a dit tout à l'heure, des gens disent qu'on a positionné un véhicule à côté de sa maison pendant 10 jours. C'est ce qui a été dit, que le véhicule était là-bas depuis 10 jours. C'est pour ça que je dis, la maison du ministre de la Défense, là, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. On vient garer un véhicule à côté de la maison d'une autorité pendant 10 jours. Et ils ne se sont pas posé la question de savoir à qui appartient le véhicule, qu'est-ce qu'il y a dedans. À qui appartient ce véhicule qui est fait? Et puis le véhicule est rentré comment dans le quartier sécurisé? Ils ne l'ont pas fouillé? C'est ça. Oui. Donc, il y a tellement de zones d'ombre dans cette histoire qui pousse toute personne lucide à se poser les bonnes questions et à ne pas avaler la première version qu'on a donnée. Parce que la première version ne tient pas. Si on nous dit que des djihadistes ont attaqué une ville sécurisée et qu'ils étaient des milliers, comment ils ont circulé depuis leur cachette avec les véhicules, les motos et surmonté des armes jusqu'ils sont arrivés et personne ne les a interceptés en chemin? Comment est-ce que c'est possible? Ils n'ont pas des drones, comme ce que les Burkinabés, tu sais, pour pouvoir faire le contrôle. Mais en tout cas, moi, le problème de ces terreaux là, je ne comprends pas. Parce que les gens, c'est pas des personnes qui se déplacent deux ou bien une seule personne. Ils se déplacent en masse. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à les voir? Là, il y a un problème. Soit eux-mêmes, ils veulent laisser faire pour pouvoir dire des choses. Je ne comprends pas. C'était pareil aussi, hein, quand entre-temps, ils avaient attaqué nos soldats dans le nord là-bas. Ils ont filmé ça. Ouais, c'est ça que je dis. Nombreux, on avait vu ça aussi. On n'a pas compris. Ouais. Partout, c'est toujours comme ça. Hein. Ils sont nombreux. Oui, on peut supposer que ce qui s'est passé chez nous au nord, c'est dans une brousse. Il n'y avait pas de village aux alentours. Ils sont arrivés comme ça. Mais Kati, c'est une ville. Ils n'ont pas de sentinelles, ils sont dans une brousse, ils n'ont pas de sentinelles. Je ne sais pas, à 500 mètres, un qui entre pour les alerter. Oui, mais tu sais que, Milawa, tu sais que l'analyse d'une attaque dans une ville n'est pas la même chose que l'analyse d'une attaque dans la brousse. La ville, il y a les habitants, ils traversent des quartiers, ils viennent en masse, les gens les voient. C'est comme les gens sont en train de faire du marathon, ou bien ils sont en train de faire du vélo, là. C'est quoi qu'on appelle ça? Et tout cycliste. Vous voyez des cyclistes qui sont en train d'arriver. Vous voyez des cyclistes qui sont en train d'arriver, vous dites, mais c'est qui ces gens-là? Ils vont où? C'est vrai, en plus, ils bougent tous en groupe, quoi. Ils bougent tous en groupe, donc ils ne peuvent pas passer là-dessus, quoi. Oui! Ils ont des sacs, ils ont des armes, ils sont dessus les motos, ils ont des balles qu'ils mettent en bandoulière. Donc, des gens qui arrivent, au moins, il y a des gens qui les ont vus. Dans cette histoire, moi, et ce que je trouve maladroit de leur part, c'est la version qu'ils nous ont servi. Pourquoi je dis ça? S'ils nous disent qu'un quartier hautement sécurisé, d'accord, un quartier militaire hautement sécurisé, où habitent les plus grandes sommités militaires du pays, est aussi facilement vulnérable comment dire, un camionneur ou un terroriste isolé, là ouais, comme il faut. Un terroriste isolé peut rentrer dans ce quartier hautement sécurisé, aller jusqu'à la propriété du ministre de la Défense, se faire exploser et tuer le ministre. S'ils nous disent que ça c'est possible dans un pays en guerre, pour moi ça veut dire en fait que tout leur système de sécurité dans le pays est caduque ou n'est pas du tout fort, n'est pas du tout à la hauteur, quoi. En plus, Ditri, oui. Un quartier où habitent les autorités, c'est une forteresse. Normalement, c'est une forteresse. Je parle français. C'est une forteresse. Une forteresse, ça veut dire il y a des armes lourdes qui sont positionnées. Il y a des chars d'assaut. Il y a des caches d'armes, certainement. Il y a des caches d'armes. Il y a des 12-7. Il y a ce qu'on appelle on a barrière au Bangbazan. On a des buts. Voilà, des buts, il y a des choses comme ça. Il y a tout ça. C'est une forteresse, parce que c'est là où habite le président. C'est là où habitent toutes les autorités, le ministre de la Défense, tous les officiers. La tête même du pays, c'est là-bas ils habitent. Donc c'est une forteresse.
Donc, si on nous dit que cette forteresse est aussi vulnérable, est aussi accessible à des gens qui parcourent, on nous dit qu'ils sont partis de je ne sais pas quoi, c'est de Gao, ils sont partis, ou bien de Kati, mais en tout cas, ils sont partis de loin, et ils ont eu le temps de descendre jusque là-bas. Non, il faut qu'ils revoient leur communication. Ce narratif-là ne tient pas. Ce narratif est complètement bidon. Et ça ne les sert même pas. Il y a une conclusion que moi je sais déjà à cette étape, et la conclusion est celle-ci. Quand vous estimez que votre pays est en désordre, que celui qui dirige le pays, il est en train de vendre tout, et vous prenez le pouvoir en tant que militaire, ce n'est pas une voie normale. C'est pourquoi les politologues, et qu'on appelle Erika Franz, parlent de voies non conventionnelles, des voies non catholiques. Si vous prenez le pouvoir par cette voie, mais superviser une élection, donner le pouvoir, passer le pouvoir aux civils dans l'espace de 1 à 2 ans, et puis vous retirez dans les casernes. Parce que si vous ne le faites pas, quand ça commence pas à durer, parmi vous-même, il y a certains qui vont commencer par nourrir des ambitions. Et c'est là où le couac commence. Et on ne sait jamais comment ça se termine. À la fin, vous avez voulu sauver le pays de la main d'un dictateur, mais à la fin, vous allez mettre le pays dans un chaos. C'est pourquoi un militaire qui dit qu'il aime son pays et que le pays est en décadence, comme le nôtre, tu prends le pouvoir, tu envoies le dictateur quelque part dans un autre pays, dans l'espace de 1 à 2 ans, organiser des élections. Il faut que les civils créent une structure politique adaptée à la réalité du pays. Et puis c'est fini. À leur décharge, ils peuvent dire qu'ils sont en guerre. À leur décharge. Ils ne sont pas venus dans un pays normal. Ils sont en guerre. Je ne sais pas si tu vois. Ça, c'est à leur décharge. Ils sont en guerre. Donc, ils estiment qu'il faut remettre le pays en sécurité, peut-être demain, avant d'envisager, c'est pas, une transition politique. C'est à leur décharge. Mais au même moment, ils doivent être plus que exemplaires dans la gestion des affaires publiques. Parce que si parmi eux, certains ont l'impression que d'autres sont en train de se faire du pognon et que d'autres sont en train de tirer le diable par la queue, les problèmes vont commencer par naître. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je vous dis, pour analyser cette histoire du Mali là, il faut faire beaucoup d'analyses. Il faut collecter toutes les informations pour les mettre petit à petit et d'analyser le problème. Vous allez prendre Assimi Goïta. Vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il oppose aux autres. Il y a une femme là-bas qui crée la zizanie. Une femme qui n'était rien. Qui était juste une femme qui n'était rien. Qui était totalement inconnue des Maliens. Qui est devenue multimilliardaire. Qui vend l'or. Qui amène l'or à Dubaï. Qui cède l'or aux étrangers. Ça crée des problèmes entre lui et ses amis officiers. Et allez fouiller, vous allez voir. Allez enquêter, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Ah bon? Donc, il y a tout ça. Dans l'AES aussi? Mais attendez, tapez sur Internet Batouli Niane, vous allez savoir qui c'est. Ah bon? Vous allez voir qui c'est. Vous allez voir qui c'est. Donc, il y a tellement de problèmes. Mais donc, il y a tellement de problèmes. Pardon, je voulais te poser une question pour rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que tu penses finalement que, comme certains le disent, que il est complètement, comment dire, renfermé, il se renferme de plus en plus sur lui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tapez le nom de la femme que j'ai donnée, vous allez voir, vous allez voir le parcours de cette femme-là, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourquoi pourquoi cette femme est au cœur des cristals, au cœur des bisbis entre lui. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Batouli Niane. Batouli, B-A-T-L-O-U-L-Y. Vous allez voir le parcours de cette femme-là. Qui elle est? C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Il y a des facteurs exogènes qui impactent la vie des Maliens, donc les Occidentaux, les Arabes aussi, qui sont derrière les terreaux, mais il y a aussi des facteurs endogènes. Il y a des problèmes. Grave, c'est grave. Il y a quelqu'un qui est monté, monsieur The Opportunity. The Opportunity. Salut.
Le problème du Mali est beaucoup plus complexe que nous l'abordons la plupart du temps, parce qu'ils ne sont pas dans une situation... Attendez, monsieur. En fait, tout le monde dit que c'est complexe. S'il vous plaît, on sait que c'est complexe. Allez-y, exposez-nous votre analyse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ok? Merci beaucoup, monsieur Opportunity. Allez-y. Votre micro, monsieur Opportunities. Votre micro. Ok, voilà, c'est bon maintenant? Oui. Ok, donc je disais, quand je dis que c'est complexe, je le dis par rapport aux pays comme des pays qu'on peut dire quasi normaux. Ça veut dire les pays qui sont acceptés par la communauté, disons, internationale. Mais ce n'est pas le cas de ces gens-là qui sont en guerre depuis très longtemps et qui ont dû consacrer le lot de leur temps, énergie, argent, ressources, tout cela à combattre ces animaux de terreau. Donc, il y a plein de choses qu'on ne peut pas, disons, aborder de manière normale, parce que c'est pas des situations, disons, normales. Il y a quelques petits trucs que je peux toucher. Par exemple, les terreau là, c'est pas des gens qui se sont levés un matin pour dire voilà, on ne nous traite pas bien, nous voulons un meilleur traitement de la part du gouvernement central, etc. Non, mais il y a des reportages qui sont prouvés, qui disent bien que la France avait promis à ces animaux-là leur propre pays durant la guerre en Libye pour les amener à ne pas soutenir le régime libyen qui, en fait, avait créé quand même une mosaïque de culture de gens autour d'eux qu'ils ont su maîtriser. Au temps de Gaddafi, il y avait peu de terrorisme là-bas. Pourquoi? Parce que le gars, il a pu d'une certaine manière contrôler les intérêts des uns et des autres en les finançant, en les apaisant, etc. Donc, ces gens-là ne sont pas des gens qui veulent un État fédéral ou bien comme Ferdinand abordait. C'est pas un État fédéral que ces gens veulent. Ils veulent leur propre pays. Et aucun pays sérieux dans ce monde ne va quand même dire ok voilà, il y a des animaux qui disent qu'ils veulent aussi diviser le pays, avoir leur part du gâteau et avoir leur propre pays et leur donner ça. Aucune personne sérieuse ne ferait pas ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre une personne ou une autre, mais je dis qu'il faut quand même regarder une chose, surtout dans son contexte, pour faire des analyses sérieuses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les soutiens de ces gens-là, il faut pas oublier ça, parce que la question qu'on se pose souvent dans ces histoires de gangstérisme et de terreau, c'est à qui profite le crime. Et là, les intérêts sont nombreux. Il y a quelques-uns qu'on connaît. On sait que la Mauritanie est là-bas, l'Algérie est là-bas, la France est là-bas, l'Ukraine qui a formé ces gens-là, les a équipés de drones, etc. C'est des choses qui sont dites clairement et ce n'est plus des spéculations. Il y a probablement d'autres pays qu'on ne sait pas encore, mais bon, au fil du temps, on saura. Donc, quand les intérêts sont plutôt exogènes, c'est un peu, je sais pas, se concentrer seulement sur les éléments endogènes et un tout petit peu ne pas voir la chose dans sa globalité. Quand les gens sont là en train de vous attaquer, la question que moi je me pose, c'est quoi les intérêts qui sont en place ou bien en jeu. Donc, toutes ces personnes-là, les pays arabes, quelques pays occidentaux, l'Ukraine et autres là, mais c'est des gens qui ont les moyens militaires, économiques, etc. S'ils ont acheté les gens sur place, comme ils l'ont fait au Venezuela il y a pas longtemps, on peut comprendre pourquoi est-ce que les gens peuvent passer les checkpoints. Parce qu'il y a des officiers qui dirigent ces checkpoints avec leurs éléments. Si ces gens-là ont été achetés, c'est un peu bas quand même d'accuser le gouvernement. Je ne défends pas le gouvernement, mais je n'ai pas vraiment d'éléments probants pour dire, ok, voilà, c'est des règlements de compte. Ça peut être le cas, et ça peut aussi ne pas être le cas, parce qu'on sait très bien que ce soit les pays arabes ou les pays occidentaux, la manière dont ils font
pour gagner ces conflits-là et sécuriser leurs intérêts, le premier moyen, ce n'est pas les moyens militaires, c'est plutôt la corruption. Ils donnent l'argent aux gens, ils achètent les gens à l'intérieur des systèmes pour les affaiblir. Donc, moi, je regarde beaucoup plus de ce côté-là. Mais bon, il se peut qu'il y a des intérêts internes, des divisions ou etc. qui ont amené à ça. Mais moi, je vois beaucoup plus là où la force est concentrée, que ça soit militaire, économique et diplomatique. On voit ça sur les médias. Hein. Vous voyez comment est-ce que la chose est couverte de manière médiatique. Vous saurez déjà qui est à la manœuvre. Monsieur Opportunity. Oui, j'écoute. Je voulais vous poser une question. Dans la première phase de la crise qu'il y avait au Mali, avant même le coup d'État qui a porté la Assimi Goïta, est-ce qu'il y avait les Ukrainiens dans cette affaire? Non, il n'y avait pas. Pourquoi ils sont là aujourd'hui? On peut dire la même chose. Donc, si ce que tu es en train de dire, que les Ukrainiens sont là. Je pose juste une question. Pourquoi ils sont là? Tu veux dire qu'ils sont là à cause des Russes. Donc, ça voudrait dire seulement que quand il y aura une guerre en Ukraine ou dans d'autres pays et qu'il y a un Africain qui ne les aime pas, il peut aussi aller là-bas bombarder. C'est pas là le problème. Ils sont là parce que... Pour moi, ça n'a aucun sens. Non, ils sont là parce que... Et je l'avais dit qu'il faut savoir prendre des positions entre les conflits, entre les puissances. Ils sont là parce que des gens sont allés en Russie pour dire que nous soutenons la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Vous avez entendu ça, non? Vous avez entendu ça, non? Qui a dit ça? Ah mais, vous n'avez pas entendu? Non, tu parles de qui? Tu peux me tutoyer, Ferdinand. Je suis togolais. Il faut dire, je suis togolais. Si tu veux, tu peux me tutoyer. Non, c'est pas une question de togolais. On peut se vous voyez, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Il y a pas de souci. Continue. Quand il y a eu le sommet en Russie, où il y avait les présidents de l'AES qui sont allés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui soutenaient la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Vous avez entendu ça, non? Oui, c'est clair. J'écoute. Vous avez entendu ça? Oui, j'écoute, continue. Oui. Est-ce que c'était une bonne chose de le dire comme ça, expressément comme ça? Mais est-ce qu'ils sont en guerre contre l'Ukraine? Est-ce qu'ils sont en Ukraine? Non, je vous pose une question. Mais vous parlez de narratif. Est-ce qu'ils avaient besoin de dire ça en Russie? Mais moi, je ne décide pas ce que des présidents disent de leur propre pays. Oui, donc, ne soyez pas étonnés que quand vous allez quelque part soutenir une guerre qui ne vous concerne pas, il y a des gens qui viennent aussi vous faire la guerre. C'est ça le problème, en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Puisque hier, l'Ukraine n'entraînait pas ces gens-là. Aujourd'hui, l'Ukraine les entraîne. Qui a fait ce courant d'air? Qui a tiré ce courant d'air des Ukrainiens vers là? Mais ça, c'est deux choses différentes, Ferdinand. Si quelqu'un parle, utilise un mot, et une autre personne vient équipée d'être terroriste, d'armes pour tuer des civils, il n'y a pas de comparaison entre les deux choses. Non. Ce qui est derrière que vous ne reconnaissez pas, c'est que les Russes qui sont au Sahel et particulièrement au Mali, ils exploitent des mines d'or. Et ces mines d'or qu'on achemine en Russie par Dubaï, ça sert à alimenter l'effort de guerre. Ça aussi, c'est clair et documenté. Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne le dites pas? C'est pour ça que les Africains ne doivent pas se mêler de ce qui ne les concerne pas. On n'a pas à aller se positionner dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça ne nous concerne pas. C'était une erreur de se prononcer comme ça. Ça ne nous concerne pas. Parce que les Russes et les Ukrainiens, c'est des cousins. S'ils veulent se tuer entre eux, c'est leur problème. Qu'est-ce que nous on va chercher là-dedans? Ah bon, vu sur cet angle, pourquoi est-ce que l'Ukraine n'est pas en train d'attaquer la Chine ou bien l'Iran ou la Corée du Nord, des gens qui ont soutenu directement la Russie? C'est pour ça que je dis, avoir des rhétoriques est différent d'aller équiper des terroristes, c'est deux choses tout à fait différentes. Mon frère Opportunity, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça. Tous ces pays que tu viens ils sont dans le la guerre, mon frère, l'histoire de la guerre est une question d'alliés. Quand vous voulez faire une guerre, c'est une question d'alliés. Vous avez vu les Ukrainiens qui sont depuis un certain temps au Moyen-Orient pour aider les Arabes à apprendre comment bloquer les drones d'attaque. C'est une question d'alliés. Donc quand vous vous alliez dans une guerre, ne soyez pas surpris que vous ayez l'effet boomerang. C'est pour ça qu'avant de sauter dans une affaire, il faut réfléchir.
On n'avait pas rentré dans cette histoire-là. Ils pouvaient développer leur relation avec la Russie tranquillement, sans se prononcer clairement qu'ils soutiennent la guerre que la Russie menait contre comment appelle-t-on, l'Ukraine. Vous dites que pourquoi l'Ukraine n'attaque pas la Corée du Nord? C'est pas le même niveau de puissance. C'est aussi ça la vérité dans une guerre. Il a parlé de l'Irlande aussi, mais l'Irlande... c'est pas la même chose. Pas l'Irlande, l'Iran. Ah, l'Iran, ok. L'Irlande. C'est pas la même chose. Ok, bon, moi, l'Ukraine, c'est seulement... L'Ukraine est seulement l'une... Il était prêt à fournir... c'est pas envoyer ses techniciens en Iran. Oui, il avait dit. Voilà, il avait dit ça. Bon, l'Ukraine, c'est l'un des exemples que j'ai donné. J'ai parlé de Mauritanie, d'Algérie, de la France, etc. Donc, je ne veux pas trop m'appesantir seulement sur un seul pays. Vous ne parlez pas des pays arabes qui donnent beaucoup d'argent aussi. Le Qatar a donné 50 millions de dollars. Oh, bon, ça, ils peuvent justifier ça. Ils peuvent justifier ça comment? Il y avait quelqu'un qui était... Comment justifier ça, mon frère? Comment justifier ça? Oui, ben c'était... Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait disons... Il y a quelqu'un qui a été enlevé, ils l'ont fait comme rançon. Ils n'ont pas seulement donné 50 millions de dollars, ils ont donné des armes. En plus de l'argent, ils ont donné des armes. Oui, mais je ne justifie pas ce que le Qatar a fait. Je dis seulement que... Non, pas du tout. Je dis à la différence de l'Ukraine, eux, ils peuvent justifier parce qu'ils ont... On a enlevé quelqu'un, ils ont payé ça pour reprendre la personne. L'otage. À chaque fois, quand on fait ça, on va donner 50 millions de dollars à chaque fois pour financer les terreaux. Oui, mais... Et après, moi, je compte nos populations, nos frères, nos soeurs. Mais quand même, arrêtez. Moi, je compare ça seulement avec l'Ukraine. Si les Ukrainiens avaient des otages qu'ils veulent libérer et ils viennent faire ça, on peut dire, ok, voilà, au moins il y a une raison. C'est pas qu'ils avaient des otages, ce sont des otages, ce sont des simulacres. C'est tout. Une autre question, monsieur. Ce sont des otages, il faut finir tel montant. Une autre question, monsieur Opportunity. Avec quoi les terreaux se déplacent majoritairement? Bien sûr, avec des choses qui ne sont pas fabriquées dans leur pays. Ça veut dire qu'ils sont équipés par d'autres. Il y a des voitures et des motos. Il n'y a pas que des motos, il y a des voitures et des motos. Avant les voitures, c'est les motos. Les voitures, on sait là où les motos. Quel est le circuit de filière des motos en Afrique? Je ne comprends pas la question. Quel est le circuit de la filière des motos en Afrique? Oui, mais tout ça là, c'est importé par bateau. Ça veut dire pour acheminer ces choses-là dans des pays qui ne sont pas à la côte, bon, il doit y avoir beaucoup de complicité. Alors, les motos majoritairement aujourd'hui sont fabriquées en Chine. Et comme vous le dites, il y a des filières qui acheminent les motos par les pays de la côte vers le Sahel. Alors pourquoi, si les États africains veulent vraiment lutter contre le djihadisme, ils ne bloquent pas la filière des motos d'abord? Ils ne réglementent pas la filière des motos. Parce que justement, ceux qui importent les motos, si vous les cherchez, vous verrez qu'ils sont au cœur même des systèmes du pouvoir. Et ils font beaucoup de milliards en important les motos. C'est pour ça que je dis le problème, il est à la fois exogène et endogène. C'est en fait ce que je disais dans mon introduction quand je disais que la situation du Sahel n'est pas une situation tout à fait normale parce qu'elles ne sont pas dans la CEDEAO ou bien elles ne sont pas vraiment reconnues par la communauté internationale. Qui a dit que c'est normal? J'ai dit ça. Donc je continue. Je dis que je ne sais pas pourquoi on s'appesantit seulement sur l'Ukraine. Hein. Il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a d'autres pays que personne ne parle de l'Ukraine. Personne ne parle de l'Ukraine. C'est vous qui avez évoqué l'Ukraine. Oui, j'ai cité beaucoup de pays, mais c'est toi qui es venu sur l'Ukraine. C'est pour ça qu'on a parlé de ça. Non, moi je suis pas venu sur l'Ukraine. J'ai posé la question de l'Ukraine, mais j'ai parlé du Qatar, j'ai parlé des Occidentaux, j'ai parlé des Arabes. Maintenant, je parle de la filière des motos. Donc moi, je parle de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette histoire-là. C'est pour vous dire que il faut pas seulement regarder dans un seul sens. Il y a plusieurs puissances qui ont des intérêts croisés dans cette zone-là. Absolument. Oui, donc il faut nommer les intérêts les uns après les autres. C'est ça la réalité. Mais la question que j'ai posée, c'était quand il y a des situations comme ça, la première question qu'il faut se poser, c'est à qui profite le crime. C'est ça. Et j'ai cité 4 pays comme exemple. J'ai dit c'est pas tout.
par exemple, j'ai dit la France, j'ai dit la Mauritanie, j'ai dit l'Algérie, l'Ukraine. Et j'ai dit, c'est pas exhaustif, une liste exhaustive. Mais pour moi, monsieur Opportunity, désolé de vous couper, moi j'ai juste une question. Et puis il y a monsieur Zag aussi, peut-être qui va... Oui, mais... Je vais lui poser une question rapide, parce que là, je le prends tout à l'heure au mot, rien d'intéressant, mais tout de suite, vous avez signé à qui profite le crime. Et je pense que ce que nous sommes en train de dire là aussi, dès le début, en faisant nos analyses et avec l'arrivée du grand frère Ferdinand, on avait dit même que il se pourrait que même le crime là peut profiter aux responsables maliens, c'est-à-dire au premier responsable, Assimi Goïta. Et donc, vous avez repris en disant que on sait comment ces gens-là fonctionnent, on achète les choses. Moi, je vais vous expliquer quelque chose de très technique. Vous avez dit, on peut acheter les gens sur les checkpoints. Vous savez ce que c'est qu'un checkpoint sécuritaire autour d'une zone, et donc on peut payer tous les individus qui sont sur les checkpoints, sachant que moi je connais pas la configuration, mais si on parle de checkpoints dans les quartiers sécurisés, on a 2, 3, 4 checkpoints sur une seule voie déjà d'abord, avant même d'arriver au cœur. Donc vous voyez pas que ce côté, techniquement parlant, c'est pas faisable, ou vous sortez des arguments pour soutenir quelque chose? En fait, j'avais 4 points dont je voulais parler. On est seulement sur le premier, mais je réponds à ta question et je me mute. Tu poses une question maintenant de manière hypothétique. Je te réponds avec des faits précis. Ça veut dire que tu ne paies même pas attention quand je parle. Moi, je montre rarement dans les lives. C'est intéressant beaucoup de choses que vous dites, mais il faut aussi apprendre à écouter les autres lorsqu'ils parlent. Quand je parlais d'acheter les gens, j'avais déjà donné un exemple un truc qui s'est passé il y a que quelques mois. C'était où? Au Venezuela. Le président habitait aussi dans un endroit comme Goïta et les autres habitent. On a payé les gens et on l'a enlevé. Et on vient nous jouer maintenant un film de Hollywood là-bas. Et voilà, les Rangers ont fait ci ou ça. On sait qu'on les a achetés. Les experts, même américains, l'ont dit. C'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas un truc qui n'est pas possible. C'est déjà fait. Ça se fait. C'est tout. Ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire aussi. Donc, je vois pas la contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais Zaga, ce que Genjoum vient de poser comme question, j'avais déjà dit ça, mais il me pose une question comme si je suis en train de raconter des histoires. En fait, il faut comprendre voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous êtes arrivé dans le live, c'est comme si vous êtes venu dire le contraire de ce que Ferdinand et les autres sont en train de dire, mais finalement, vous êtes en train de dire la même chose. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, Zaga, j'ai même peut-être que je ne suis pas longtemps appesanti sur ce aspect. J'ai commencé par dire que, comme Ferdinand disait, c'est ce que j'ai dit, hein, comme Ferdinand disait, lui parlait beaucoup du fait qu'il y a des complicités, non pas complicités, il posait des questions. Il n'a même pas fait des affirmations. Il a dit qu'il se pose des questions sur le fait qu'un truc comme ça puisse arriver. Et là, j'ai dit en même temps que comme ce qu'il dit, je suis absolument d'accord avec lui. Ben, on connaît tous Lomé. Qui peut aller à Lomé 2 là-bas faire quelque chose? Même tu peux quitter le campus pour rentrer à la caisse et aller à Lomé 2. Tu vois tout ce qu'il y a là-bas. Ce n'est pas un truc qui est facile. Mais on a vu au Venezuela comment ça s'est fait. Ce qui veut dire que c'est des choses qui sont en fait possibles. Voilà, donc c'est la même chose que vous êtes en train de dire. Donc j'ai dit, voilà, je ne vois pas pourquoi les gens pensent que... Non, les gens ne pensent pas. La question est que quand tu poses la question que... En fait, moi j'ai 2 questions. En fait, vous êtes en train de dire à qui profite le crime actuellement au Mali. OK? Ça... Moi aussi, j'aimerais vous poser la question, à qui profite le pouvoir du Mali actuellement? Bien sûr, à ceux qui sont au pouvoir. C'est quoi la différence entre les terreaux qui tuent les gens et l'État aussi qui tue les gens? Je ne comprends pas la question. La question est que les terreaux et les Touaregs qui sont au direct, ils tuent des gens. Ou pas? Et bien sûr. L'État aussi tue des gens, n'est-ce pas? Qui est-ce que l'État tue? Donc, quand l'État va tuer les gens dans les... tire sur les terreaux, sur les gens dans les villages, ils tuent, ça tue entre eux, là, c'est des gens, non? Les terreaux, c'est pas des gens?
Ben, dans les sciences politiques, il faut lire un peu Weber, la force légitime. Moi, je ne lis rien, c'est un tout terre à terre. Je t'explique, la force légitime appartient à l'État. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Non, attendez, s'il vous plaît. Moi, je veux pas aller lire. Je vous pose la question. Vous connaissez mieux que nous. On veut apprendre. Non, j'ai jamais affirmé ça. Non, je n'ai pas dit moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Quand vous parlez, ça sent que vous connaissez, vous avez lu beaucoup de livres, vous connaissez l'histoire, vous avez la connaissance. Moi, en tant que quelqu'un qui ne comprend pas, je dis, les terreaux tuent les militaires de l'État, l'État aussi tue les terreaux. Maintenant, les deux tuent. C'est quoi la différence entre l'État qui tue et les terreaux qui tuent? C'est ce que je dis, que la force légitime appartient à l'État. L'État a le droit d'éliminer des terreaux. Ça, ce n'est même pas une discussion. Si l'État s'en prend aux civils, ça, c'est des crimes. Mais aux terreaux, l'État est la seule entité, en fait, dans un pays organisé, ou pas, à avoir la force légitime. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, quand il y a des manifestations au Togo, l'État aussi sort des militaires pour tuer des manifestants. Donc, l'État a le droit de tuer les manifestants. Tu compares maintenant les manifestants aux terreaux? Tu sais qu'au Togo, si les manifestants ont aussi des armes, ils vont faire la même chose? Moi, je ne veux pas... C'est pour ça que M. Ferdinand est en train de dire qu'au lieu de tout, en fait, pour unifier les Touaregs et les Peuls et tout ça, ils peuvent s'asseoir et parler, voir comment gérer les choses. Parce que cette histoire ne va jamais finir. Oui, mais la question que je posais à Ferdinand, ce n'était même pas une question. Je soulevais un point. Le fait que les terreaux, c'est pas des gens qui veulent un État fédéral comme aux États-Unis, au Nigeria, etc. C'est des gens qui veulent avoir leur propre pays au sein d'un pays. Et ce pays-là leur a été promis en 2011 par la France, dont le Mali n'appartient pas. Donc, pas la France, comment? Je comprends pas. J'ai jamais vu ça. Demande à pardon, qui pose la question? J'ai jamais vu la France qui a fait une communiqué pour dire que voilà, je promets de. Il y a même des, je peux chercher une vidéo, ça me prendra peut-être 10 minutes, mais il y a des gens pratiquement légitimes qui ont affirmé que pour permettre à la guerre en Libye de ne pas se heurter aux Touaregs qui étaient pratiquement des alliés de la Libye, la France leur a promis qu'après la guerre, s'ils ne s'engagent pas avec les forces libyennes, après la guerre, ils vont leur donner l'Azawad comme leur propre pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Monsieur Opportunity. Oui, j'écoute. Les Touaregs, ils sont maliens ou pas? Bien sûr, ils sont maliens. Les Peuls, qui sont au centre du Mali, ils sont maliens ou pas? Ils sont maliens. Alors, si à un moment donné de leur histoire et de leur communauté de destin avec ceux qui sont au sud, ils se sentent exclus de la gestion des affaires du pays et que quelqu'un vient les manipuler, prend des armes, qu'est-ce que l'État central fait? Il dialogue. Ou bien oui. Dialogue ou pas? On peut dire oui. Parce que dans un dialogue, il y a des gens qui font monter les enchères. C'est à l'État, c'est au pouvoir central de dire, mais on ne peut pas vous accorder l'indépendance pour telle raison, mais on peut rester dans un fédéralisme où vous avez suffisamment de pouvoir pour gérer de façon autonome vos régions. Est-ce que c'est pas possible? Parce que si on ne trouve pas une solution, le problème ne va pas s'arrêter. Puisque nous reconnaissons que ces Touaregs-là, ils sont des Maliens à la base. Les Peuls aussi qui sont au centre du Mali, ils sont des Maliens. Donc, tant qu'ils seront exclus, ou bien tant que le pouvoir au niveau de Bamako sera un pouvoir centralisé, hyper présidentiel, le problème va demeurer. Puisque c'est un pays qui est très vaste. Ça, nous parlons de la réalité au Mali même, on ne parle pas des facteurs exogènes, on parle des problèmes endogènes, puisque c'est un État qui est vaste, qui est plus grand que la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, tout ça réuni. C'est un pays très grand. Comment on administre un pays très grand? Vous savez comment la Rome antique, je vous parle en tant que quelqu'un qui a étudié l'histoire, vous savez comment la Rome antique s'est démantelée? La Rome antique a tellement fait de conquêtes qu'à un moment donné, elle n'arrivait plus à administrer ses territoires à distance.
Parce qu'il y avait Carthage, ils étaient un peu partout, même en Tunisie. Donc, à un moment donné, elle a commencé par perdre les territoires comme ça. Et l'Empire romain s'est effondré. Donc, le Mali étant un territoire assez vaste, il revient à tous ces Maliens dont nous reconnaissons aujourd'hui, qui sont tous des Maliens, de poser le problème sur la table. Il y a eu certainement les accords d'Alger qui n'ont pas été sérieusement respectés. Assimi Goïta et son ministre des Affaires étrangères, ils ont renoncé à cet accord-là. Mais il faut trouver fondamentalement une solution pour sortir de ces frustrations, pour éviter que les communautés Touareg et Peul soient manipulées de l'extérieur contre l'État central. À un moment donné, il faut aller à un dialogue. Sinon, le problème ne va pas être réglé. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis absolument d'accord à ce aspect-là. La manière dont vous abordez le problème, c'est que vous ne voulez même pas qu'il y ait un dialogue parce qu'a priori, vous pensez qu'ils veulent l'indépendance. Non, mais je pense que là, on ne se comprend pas. Mais au Sénégal, la Casamance, le MDFC, je pense que c'est ça, en Casamance, voulait aussi depuis longtemps l'indépendance. Mais il arrive qu'il dialogue avec le pouvoir central sénégalais. Parce que la Casamance, à la base, elle était une enclave portugaise qui était encastrée au niveau de cette colonie sénégalaise. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle Casamance, c'est un nom portugais. Vous voyez. Et donc, il y a des réalités comme ça en Afrique où il faut s'asseoir et discuter et trouver une solution. Sinon, les gens qui manipulent de l'extérieur, ils trouveront toujours une faille pour faire rentrer des armes, pour manipuler des gens, pour prendre, je sais pas quoi, pour prendre, je sais pas comment dire, les armes contre l'État central. On a vu ça aussi avec le problème Igbo au Nigeria. Donc, à un moment donné, il faut régler le problème. Je suis absolument d'accord sur le fait. Le truc est que peut-être qu'on dit la même chose, mais on parle en allant en cercle. Quand tu parles de dialogue, c'est la meilleure chose dans une situation normale. On n'est plus dans une situation normale. C'est des gens qui sont payés, équipés, manipulés, soutenus diplomatiquement, armés, déjà par des gens de l'étranger qui ont besoin des ressources énormes qui sont dans les territoires que eux ils veulent avoir comme leur propre pays. Un État sérieux ne peut pas accepter ça. L'étape de dialogue est déjà dépassée. Donc la guerre, c'est ça? Bon, mais si l'état de dialogue est dépassé, et quelle issue vous voyez dans cette guerre-là? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le moral des troupes maliennes? Vous savez combien de soldats maliens sont morts au front et combien de familles sont endeuillées? Vous savez combien aujourd'hui les gens dans ces pays-là ne sont plus trop intéressés à rentrer dans l'armée parce qu'il y a beaucoup de morts, des familles endeuillées, des orphelins qui sont abandonnés. Vous connaissez l'état de moralité des armées aujourd'hui? Et puisque ce que vous ne dites pas, c'est que les gens qui sont les territoriaux là, eux, ils se battent non seulement pour le territoire, mais ils se battent pour une idéologie, hein. Ils s'en foutent de mourir. Mais les militaires qui se battent, ils se battent pour leur pays. Mais plus il y aura de morts dans les armées régulières, plus l'armée régulière prendra un coup moral. Et parce qu'il y a des veuves, il y a des orphelins. C'est ça la réalité. Quand il y a eu les attaques au nord du Togo, et quand l'armée togolaise a compris que l'armée, ce n'est plus taper les civils, les gens commencent pas à déserter l'armée, parce que les gens voient la mort. C'est ça la réalité aussi de nos militaires. Les terreaux, ils ont le temps, parce que eux, ils combattent pour une idéologie. Ils sont prêts à mourir. Ils meurent pour une idéologie. C'est pour ça qu'ils conduisent des véhicules kamikazes. Or, les militaires, ils se battent pour sauver leur pays et vivre. C'est ça la différence. Donc, dans cette guerre-là, c'est une guerre d'usure. Et dans cette guerre d'usure-là, ce n'est pas évident que les armées régulières vont reprendre le dessus. Hein. Ok, donc, moi je dis seulement. Laisse-moi seulement finir une phrase et puis bon, je vais me muter parce qu'il y a Zaga, il y a d'autres personnes qui sont montées qui voudraient aussi parler. Ferdinand, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Donc, personne ici n'aime la guerre. Voilà, personnellement, moi je n'aime pas la guerre. Dialogue et autres là, tout ce qu'on peut faire, utilisant notre intellect, la pensée que Dieu nous a donnée, est mieux que les trucs barbares comme la guerre, s'entretuer et autres là. Mais moi je vois quand même dans une situation où il y a des gens qui sont prêts à s'attaquer aux civils, aux militaires, aux camps militaires, et la seule chose qu'eux peuvent avoir, c'est leur propre pays, ou bien tout brûler.
des animaux comme ça sont à éliminer. C'est tout ce que je voulais dire. Mais pour le moment, c'est eux qui éliminent les autres. Hein? Parce que si on... Non, mais c'est ça ce que les médias font. Ils font la sélection. Ils font la sélection. De médias. Ils font la sélection. C'est la sélection. Attendez, monsieur Al Jazeera Monsieur vous avez ici un journaliste qui parle. C'est pas une question de médias, c'est une question de faits. C'est une question de faits. Après, le commentaire est libre. Les faits sont les faits.